Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast Censure. Au sommaire de cet épisode, un gros dossier sur les émissions qu'on aimerait revoir à la télé, des jeux cultes au tout premier talk en passant par des divertissements inoubliables ou encore des shows en direct qui partent en live. Nous allons revenir sur ces programmes du passé avec plein d'anecdotes étonnantes et on va voir que beaucoup ont marqué toutes les générations. Pour conclure, la traditionnelle battle, aujourd'hui, ça concernera des émissions également, mais des émissions qu'on aimerait voir, des concepts tout droit sortis de notre imagination débordante. Bonjour mon ami Lucas. Bonjour mon ami Seb. On attaque notre classement fait maison des programmes qu'on aimerait revoir à la télé. Et en tête, un jeu culte qui a fait les belles heures de l'Access de TF1. En effet, souvenez-vous, nous sommes le 2 février 1998 et Vincent Lagaffe est aux commandes d'un ovni télévisuel qui débarque sur TF1. Le Big Deal, adapté du format américain Let's Make a Deal, la mécanique du jeu est simple, chaque candidat est soumis à une épreuve. Après l'avoir remporté, il gagne un cadeau ou une somme d'argent. Il lui sera alors proposé le fameux deal, échanger son gain contre celui qui se trouve derrière le rideau. Mais cela peut être quitte ou double. Ainsi, en choisissant le rideau, il peut se retrouver avec un cadeau dérisoire comme une botte de poireaux ou un lot extraordinaire comme une voiture. Particularité de la version française, Vincent Lagaffe est accompagné par un co-animateur virtuel, Bill, l'extraterrestre, tout droit venu de la planète Fricus. Bill est un personnage aussi radin que sympathique, ayant un goût prononcé pour les jolies filles et très friand des plaisanteries de son ami Vincent. Animé en images de synthèse et grâce au principe de la motion capture, c'est le comédien Gilles Vautier qui animait les mouvements du corps de l'extraterrestre et lui prêtait sa voix. Très vite, l'amour du public pour Bill fut tel que toute une gamme de produits dérivés à son effigie fut commercialisée. Peluches, t-shirts ou encore jeux de société. D'autres personnages ponctuaient aussi régulièrement les épreuves de l'émission, comme Ramon Shaw et ses célèbres jeux de mots, ou DJ Aspect. Chaque soir, plus de 6 millions de téléspectateurs se réunissaient devant leur écran pour suivre les facéties de Bill et Vincent. Après 6 ans et demi d'antenne, l'émission s'arrête le 23 juillet 2004. Nous sommes aujourd'hui encore très nombreux à espérer un jour son retour. Et toi, Seb ? Carrément, c'était un rendez-vous qu'on n'oubliait pas et qu'on ne pouvait pas se passer chaque soir. C'était culte, c'est clair. Moi, j'étais fan, j'avais la peluche de Bill, voilà, non, c'est clair que on aimerait beaucoup, mais on sait, et Vincent Lagaffe l'a dit il y a pas très longtemps, que ça coûtait très cher à faire, mine de rien, comme jeu, puisqu'il y avait notamment des voitures, des fois derrière le rideau, qui était le plus gros gain, il me semble. Il y avait des voyages aussi, mais voilà, la voiture, c'était un peu le truc un peu emblématique. Et donc, ça coûtait assez cher à produire et que visiblement, l'époque actuelle fait que il n'y a pas beaucoup de chaînes qui se mouilleraient à refaire un programme comme ça, et c'est effectivement bien dommage. Je vous propose maintenant de passer à un jeu estival qui a plus de 50 ans. Vous avez reconnu le générique d'Interville. Alors, tout avait commencé sur France 3 à l'été 85, qui est par ailleurs une excellente année, surtout son mois d'octobre. Et puis l'année d'après, ça a glissé sur TF1, avec une pause quand même entre 91 et 95. Alors, aux commandes, il y avait un duo magique qui était Jean-Pierre Foucault et Fabrice. Et sur la piste, dans l'arène, il y avait Nathalie Simon et Olivier Chiabodo, notamment. Des villes, des vachettes, des tapis roulants, des décors en polystyrène, de la mauvaise foi et surtout beaucoup d'humour et des gamelles. C'était ça aussi Interville. Mais Interville, c'était aussi un petit peu de triche, forcément. Rappelez-vous, en 97, c'était le Canard enchaîné qui avait révélé qu'Olivier Chiabodo avait favorisé l'équipe du Puy du Fou.
Rappelez-vous de cette image qu'on avait vue dans la presse à l'époque. On voyait ses doigts qui discrètement donnaient les numéros des bonnes réponses lors d'un quiz, et notamment le fameux chiffre 3 qui est resté dans toutes les mémoires. Alors on a appris après qu'il y avait un protocole d'accord qui a été signé entre l'arbitre, le producteur et la chaîne quelques années après, en 99, qui précisait tout simplement qu'il fallait arrêter de dénigrer le programme et de faire référence à la triche dans Interville. C'est un pacte qui prouve surtout qu'on voulait acheter le silence de Olivier Chiabodo. Et puis surprise, Gérard Louvain, donc, qui était le producteur à l'époque, évoque Interville en 2013 sur le plateau de Touche pas mon poste. Il parle de cette fameuse triche et il rompt de fait l'accord de confidentialité qu'il avait lui-même co-signé. Lucas, qu'est-ce que tu penses d'Interville? Est-ce que tu regardais? Ah ben moi, j'étais complètement fan d'Interville. Moi, honnêtement, je milite pour le retour d'Interville, mais avec les vachettes. Ce qui fait un peu polémique en ce moment, forcément. Mais moi, je me souviens avoir assisté notamment à la version d'Interville qui a été tournée en 2004-2005 dans un parc de loisirs en Allemagne et qui était animée par Nagui et Juliette Arnaud. Pour moi, c'est toute une époque, c'est une émission emblématique, un petit peu à l'instar également de ce que pouvait faire France 2, alors sans vachette, mais avec Jeux sans frontières, qui est un peu plus axé sur l'Europe, alors qu'Interville reprenait un peu des villes de notre beau pays. Mais non, honnêtement, j'adorerais revoir Interville un jour à l'antenne. Alors normalement, c'est prévu, puisque l'été dernier, en 2020, l'émission devait faire effectivement son grand retour. Et il y a eu effectivement ce débat avec ou sans animaux, tout simplement. Et ça devait tourner aux abords de Disneyland Paris. Pour les raisons qu'on connaît, la pandémie, tout a été annulé. La dernière rumeur indique que ça pourrait se faire cette année 2021, et ça serait aussi l'occasion de fêter les 120 ans de Walt Disney. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant, effectivement. Maintenant, le débat, oui, avec ou sans vachette, c'est vrai que ça reste problématique. Je comprends l'idée, mais Interville sans vachette, c'est Fort Boyard sans le fort, sans le père Fouras, quoi. Enfin, Il y a le même débat avec les tigres aussi, effectivement, ouais. exactement. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas, il faudrait vraiment trouver voilà une idée pour compenser cette absence de vachette, si absence il y a. Mais quoi qu'il en soit, Interville doit revenir, évidemment. En tout cas, effectivement, ça a ouvert le débat sur les animaux, un débat, je crois, dont tout le monde parle. Exactement, Seb. Belle transition. Parce que si je vous dis interview, blind test en noir, vous me dites donc. Ouais. Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Bon, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle, hein? Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est fou, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, oui, il Arrête. en parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas. Tout le monde en parle! Animé par Thierry Ardisson, Tout le monde en parle était un talk show hebdomadaire diffusé sur France 2 le samedi soir, en deuxième partie de soirée qui fut lancée le 19 septembre 1998. Initialement, il s'agissait d'une émission de débat de société comportant 3 thèmes. Mais la formule ne trouve pas son public et très vite, l'émission est menacée de disparition, faute d'audience. Ce n'est qu'un an après, en septembre 1999, que l'émission prend son format de talk show. Thierry Ardisson y reçoit diverses personnalités issues de tous milieux, cinéma, musique, politique, littérature, sport ou spectacle. Les invités viennent y faire leur promotion, se livrent à l'animateur en revenant sur leur parcours, mais aussi et surtout sont confrontés aux fameuses interviews formatées comme l'interview Up and Down, l'interview Dernière Chance ou encore l'interview Par Amour. Dès l'an 2000, Laurent Baffy rejoint Thierry Ardisson autour de la table pour y incarner le rôle de sniper et affubler les invités de ces fameuses punchlines. Très vite, l'émission est jugée comme étant provocante, l'animateur n'hésitant pas à poser des questions sur la vie sexuelle et privée de ses invités, allant même jusqu'à demander à l'ex-premier ministre Michel Rocard « Est-ce que sucer s'est trompé ?» Mais le succès de Tout le monde en parle se doit également grâce aux nombreux gimmicks, comme le célèbre Magnéto Serge, à destination du réalisateur Serge Calfon, pour que ce dernier lance une image, et au sample que Thierry Ardisson lance tout au long de l'émission. Le montage de cette dernière permet également de mettre en avant les équipes techniques. Les cadreurs apparaissent ainsi souvent à l'antenne, et que dire de l'assistante réalisatrice de l'émission, la pétillante Méline, devenue star du programme à part entière. Tout le monde en parle se clôture toujours par le fameux blind test, animé par Monsieur Philippe Curti, où s'affrontent les invités des deux côtés de la table, réunis en 2 équipes.
C'est après 8 saisons que Tout le monde en parle tire sa révérence, la dernière émission étant diffusée le 8 juillet 2006. Et pourtant, force est de constater que tout le monde en parle encore. Alors Seb, tout le monde en parle. On en parle? Eh oui, on en parle très bien. Bravo pour ce portrait. Tout le monde en parle. C'est aussi des clashs, des polémiques, hein. Il y en a eu pléthore. Mais effectivement, c'est un programme qui reste culte dans le CV d'Ardisson. Ardisson qui a lancé récemment une chaîne YouTube, hein, l'Arditube, où on retrouve notamment beaucoup d'extraits de Tout le monde en parle. Et forcément, ça fait partie des talk shows de référence en France, effectivement, que ce soit en termes de casting d'invités ou d'interviews. C'est clair que c'était culte. Et ça va être à mon tour, si je peux me permettre, de parler aussi d'un autre talk. Cette fois-ci, il n'était pas le samedi soir, mais il était le jeudi soir. Et il était sur TF1. Je vous laisse écouter le générique. Entre 2003 et 2008, chaque jeudi soir donc sur TF1, c'était le rendez-vous de la méthode Coé, animé forcément, comme son nom l'indique, par Sébastien Coé, avec la complicité de Cécile de Minibus, un fauteuil bleu, un capteur, des happenings et des parodies de Nico et Cartman, mais aussi des stars internationales, hein, Kylie Minogue, Will Smith, Pamela Anderson et j'en passe. Alors au début, c'était compliqué, hein, même d'y faire venir des stars françaises. Il y a Laurent Fontaine, qui était donc coproducteur du talk show à l'époque, qui a donné un exemple en 2011 lors d'une interview. Il a précisé que notamment Ophélie Winter a été payée lors de la première saison et malgré cela, elle n'avait pas tellement joué le jeu sur le plateau. Voilà, la méthode Coé, ça reste effectivement aussi un talk show de référence, beaucoup plus, on va dire, porté sur l'humour avec les happenings. Et je ne sais pas quel souvenir tu en gardes, toi, Lucas, mais c'était aussi culte. Absolument. Le souvenir, forcément, en premier qui revient, c'est le fauteuil et son fameux capteur, hein, qui servait un petit peu de prétexte à l'émission. Et puis des séquences cultes, que ce soit avec Steve-O de Jackass, la séquence avec Dani Minogue, la sœur de Kylie, et Jamel Debbouze. Et puis non, toute une pléiade de stars qui avait déboulé dans cette émission. Et puis des petites parodies aussi de Coé, Cartman, Miko et son équipe. Hein. On se souvient par exemple de Coé qui imitait Laurence Boccolini lors du Maillon Faible. C'était assez cocasse. Il y avait Mopral, il y avait Mademoiselle exactement, Herpès. Mopral, ouais. Ils ont créé des vrais personnages. Ouais, c'est clair. Alors, pareil, nous, on aimerait, comme on le dit, c'est le titre de ce podcast, hein, le retour des émissions. Il y avait une rumeur, hein, Cyril Hanouna qui avait indiqué son intention de produire une spéciale anniversaire de la méthode Coé. Bon, inutile de vous dire qu'on attend encore, hein. Mais il me semble qu'il y avait eu par contre sur TF6, je crois, un prime spécial, je ne sais plus si c'était pour les 10 ans de la méthode, et dans lequel avait participé Cyril Hanouna, effectivement. Ouais, maintenant, c'était un best-of, c'était pas du frais, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que oui, voilà, la méthode Coé fait partie des talks qu'on aimerait revoir, qui a aujourd'hui encore toute sa place. Surtout quand on voit audiovisuel. Surtout quand on voit, mais sur Instagram, des fois, il y a Coé qui partage une photo du fameux fauteuil bleu qu'il a dans son bureau. Très souvent, les réactions sont assez incroyables des gens. C'est-à-dire qu'il y a un vrai... je pense que les gens attendent effectivement ce petit retour quand même, malgré tout, quoi. Il y a encore une vraie popularité, quoi. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Si mes souvenirs sont bons, le programme était d'ailleurs à la base produit par Coé et Bataille et Fontaine. Ouais, exactement. Et alors des fois, notre ami Sébastien Coé, il recevait du beau monde, comme on l'a dit, mais des fois, il recevait aussi des artistes ou des jeunes artistes qui étaient issus d'autres émissions de TF1. Et je crois que tu vas nous parler d'une de ces émissions. Tout à fait. Nous sommes en 2001. Et, à cette époque, le château des Vives Eaux, situé à Damary-lès-Lys, ne dit rien qui vaille à personne. Et pourtant, l'arrivée de 16 apprentis chanteurs en son sein, le soir du 20 octobre, va chambouler son histoire à jamais et la nôtre.
Bienvenue à la Star Academy. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. 84 jours de compétition. Ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. Nikos Aliagas, fraîchement débarqué sur TF1 pour l'occasion, animait ce programme aujourd'hui devenu culte. Le principe est simple. Des candidats, appelés élèves, intègrent le château dans le but d'y suivre des cours de chant, de danse, de théâtre, de sport, etc. Chaque semaine, leurs performances et progressions sont évaluées par les professeurs lors des évaluations. À l'issue de celles-ci, sont déterminés les élèves nominés de la semaine et qui seront donc soumis au vote du public lors du prochain Prime. Durant les primes, les élèves sont invités à partager la scène avec les plus grandes stars internationales. Madonna, Lenny Kravitz, Jennifer Lopez, Kylie Minogue ou encore Céline Dion. Chaque soir, les quotidiennes retracent les moments forts de la journée qui a précédé. L'émission peut être suivie en continu et en direct sur une chaîne dédiée payante disponible sur le câble et le satellite. De nombreux artistes français ont éclos grâce à la Star Academy. Jennifer, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Élodie Frégé ou encore le regretté Grégory Lemarchal. Il faut dire que l'émission était un véritable phénomène et le programme s'offrait de véritables records d'audience, comme lors de la finale de la première saison qui a permis à 11 872 000 téléspectateurs d'assister au triomphe de la jeune Jennifer le 12 janvier 2002. Chaque gagnant remportait 1 million d'euros ainsi qu'un contrat avec une maison de disques, sauf lors de la saison 8 où le gagnant, Michaels, n'a remporté que 500 000 euros en plus du contrat. La Star Academy connaîtra 9 saisons, les 8 premières diffusées sur TF1 et la dernière sur Énergie 12 avec un succès très mitigé. Le château de Damary-les-Lys, quant à lui, a accueilli les 7 premières saisons du programme et nous espérons le voir ouvrir ses portes un jour et accueillir de nouveaux élèves. Et toi, Seb, tu serais pour un retour de la Star Academy ? Ouais, bah effectivement, la Star Academy, ça fait partie des programmes qu'on aimerait voir revenir, mais dans une version premium, pas dans ce qu'on a connu à l'époque d'Énergie 12 sur les dernières saisons. Mais pareil, c'est un programme qui coûte très cher, donc il y a très peu de chaînes qui vont se mouiller à faire ça. Alors, est-ce que c'est un programme qu'on pourrait retrouver sur une plateforme du style Amazon Prime ou Netflix? Parce que maintenant, on voit pas mal de programmes basculer sur ce genre de site, de plateforme. Mais je me pose la question, effectivement, si c'est pas... voilà, on dit qu'on aimerait les revoir à la télé, mais c'est au sens large. Est-ce que ça ne sera pas une chaîne historique, mais une plateforme comme ça qui pourrait le relancer? La question se pose parce qu'on sait que Endemol commence à produire des choses pour ces plateformes-là. Donc, à suivre au prochain épisode. Et on va continuer de parler musique. On va parler, mais cette fois-ci, on va aller sur la chaîne concurrente M6 pour parler musique. Je m'appelle Seb et tu t'appelles Lucas. Forcément, vous avez reconnu le Hit Machine, émission d'actualité musicale. Il y avait même un petit classement donc des meilleurs titres du moment et un plateau où les artistes les plus prestigieux du monde entier se produisaient devant un public en délire. C'était animé par Charlie et Lulu, qui ont été révélés dans Coucou c'est nous sur TF1 dans les années 90. Et donc c'est là, avec le Hit Machine, sur M6, donc entre 95 et 2008, qui se sont imposés totalement. Alors le duo voulait relancer le programme et même d'autres, comme Fan 2. Ils voulaient proposer en fait une plateforme de streaming qui devait s'appeler la CLTV pour Charlie et Lulu TV. Mais je crois qu'en fait, il y avait une campagne de financement participatif qui s'est complètement ramassée. Il faut dire qu'ils visaient le 1 million d'euros pour ce projet. Donc, c'était peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est pareil. Est-ce que, Lucas, toi, tu regardais attentivement ou est-ce que même tu te trémoussais devant le Hit Machine? Ah bah tous les samedis matins, mon Seb, évidemment. Tous les samedis matins. C'était le lieu où on pouvait voir tout type de stars, hein, donc que ce soit des stars françaises, internationales ou autres. Non, c'était vraiment un rendez-vous absolument exceptionnel. On se souvient aussi également des
c'était l'époque Boys Band, la parodie qu'avait fait Charlie Lulu, hein, les Top Boys, le feu, ça brûle, on s'en souvient tous. Eh oui. Non, c'est les samedis matins d'M6, non, c'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui manque crûment, effectivement. Et la preuve, on voit que le succès du Hit Machine perdure, puisque l'émission un peu nostalgique qui est diffusée sur W9, Génération Hit Machine, cartonne plus ou moins bien, hein, donc je pense qu'il y a une vraie demande. Eh oui, mais aujourd'hui, on le sait, la variété à la télé, c'est devenu très compliqué. Donc, il y a quand même très peu de chances pour que ça revienne avec du frais, parce qu'effectivement, ils jouent un peu sur le côté nostalgie avec les best-of. Alors, dans le Hit Machine, des fois, il y avait des petites découvertes aussi d'artistes. Il y avait des jeunes artistes aussi hein, qui venaient présenter ou faire même parfois leur premier plateau. Ça arrivait. Mais il y avait aussi, je crois, sur M6, et tu vas nous en parler, une autre émission où il y a plein d'artistes qui ont fait vraiment leur première télé. Tout à fait, Seb. D'ailleurs, c'est simple. Quel est le point commun entre Jennifer, Jérôme Commandeur, Christophe Mahé et Jean Dujardin? Eh bien, le point commun, c'est ça. Graines de Star. Graines de Star était une émission de télécrochet, véritable casting géant et sans doute l'une des plus grosses dénicheuses de talent que la télévision française ait connue. Créée par Thierry Ardisson et présentée par Laurent Boyer, l'émission était diffusée sur M6 du 2 février 1996 au 14 mars 2003. 5 catégories composaient ce concours. Graines de top pour les modèles et mannequins, graines d'animateur, graines de comique, graines d'imitateur et graines de chanteur. C'est donc dans ce programme, par exemple, qu'est apparu le célèbre surfeur Brice de Nice, incarné par Jean Dujardin pour la première fois. Mais ce n'est pas tout. Les Poetic Lovers, Bruno Salomon, Michael Gregorio, Grégory Le Marchal, Alizé ou encore Lucie Bernardoni, tous ont participé à cette émission qui a fait les beaux jours de la petite chaîne qui monte. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu finalement les graines de podcasteurs. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Ah bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est incroyable la liste d'artistes hein, ou d'artistes débutants effectivement qui ont commencé dans cette émission. C'est assez dingue. Moi c'est pareil, je suivais régulièrement cette émission qui se tournait dans le fameux pavillon Baltard. Pavillon Baltard qui a reçu après le plateau de la Nouvelle Star aussi. Donc, alors il y a eu plusieurs lieux de tournage hein, pour Graines de Star. Ouais. Il y a eu le cirque Bouglione, après ils ont fait des tournées un peu partout en France. Oui, ils sont pas mal diversifiés. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Graines de Star. On va continuer sur les révélations d'artistes, ou même là d'animateurs, de comédiens, etc. dans une autre émission, cette fois-ci sur Canal+, dans un talk show, plus précisément culte sur Canal+. Je vous laisse écouter le générique. Ah, vous avez reconnu le générique de Nulle part ailleurs, un talk show emblématique de Canal+ entre 87 et 2001 qui était diffusé quotidiennement en direct et en clair. Il a été présenté successivement par Philippe Gildas, Guillaume Durand, Nagui, Thierry Dujon. Pareil, ça a été un laboratoire à talent, il n'y a pas d'autre mot, avec plein de séquences. Il y avait la Miss Météo, il y a eu les nuls, puis après il y a eu les Guignols de l'info, marionnettes en latex qui ont parodié, je pense, la terre entière et qui était aussi un programme après qui a pris son indépendance et qui est devenu culte à lui tout seul. Le cinéma de Jamel, le live musical, le zapping, et forcément, toutes ces séquences ont révélé une liste incroyable de personnes, que ce soit Antoine Decaune, José Garcia, Philippe Vandel, Carl Zéro, Mademoiselle Agnès, Axel Lafont, Omar et Fred, et Thierry Samitier, qui je ne sais pas si tu t'en rappelles, Lucas, mais qui faisait un faux spectateur dans le public qui posait des questions décalées. Alors, il y avait des moments forts, forcément à Cannes, lors du festival de Cannes, le plateau était délocalisé et il y avait des choses assez incroyables qui se passaient là-bas.
On se souvient aussi notamment de la machine à caca des nuls, hein, qui a projeté partout sur le plateau des choses sympathiques, ou encore l'invitation de Django Edwards à venir retourner littéralement le plateau. C'est le grand journal, finalement, qui a pris avec plus ou moins de succès, mais avec plus ou moins les mêmes ingrédients aussi, le relais à partir de 2004. Est-ce que tu regardais, Lucas, nulle part ailleurs, et pour toi, qu'est-ce qu'il en ressort de cette émission? Alors, j'ai surtout vu beaucoup d'extraits, et je dois dire que j'étais pas forcément le téléspectateur assidu de Nulle part ailleurs, mais forcément, les extraits cultes, je les ai vus comme tout le monde. Tu évoquais là, Django Edwards, c'est forcément un extrait que j'ai vu des dizaines de fois. Le duo de Cohn Garcia, mon Dieu, mais franchement, quel bonheur, hein, on se souvient tous des Sandrine trop forte et autres personnages truculents. Ouais. Non, je pense que c'est une émission qui a clairement mal marqué et qui est définitivement estampillée de ce fameux esprit canal. Ah oui, ça clairement, on y était, hein. C'est parce qu'il y avait aussi une forme de liberté dans cette émission, hein, à divertir le téléspectateur à tout prix, et ça partait dans tous les sens. Alors, on a parlé notamment d'Omar et Fred qui ont été révélés parce qu'ils avaient une petite séquence dedans, mais après ils ont pris leur envol avec une séquence qui est devenue leur propre émission, entre guillemets, et je crois que tu vas nous en parler maintenant. Tout à fait. Vous souhaitez contester la victoire du dernier gagnant de Koh-Lanta. Le costume violet porté ce jeudi par Nagui vous déplaît. En revanche, vous aimeriez voir plus souvent Michel Drucker à l'antenne ou avez simplement envie de commenter l'actualité. Qui allez-vous appeler pour tout ça ? Le service après-vente des émissions était une pastille humoristique interprétée par le célèbre duo comique Omar et Fred et diffusée dès 2005 dans Le Grand Journal sur Canal+. Chaque sketch s'ouvrait sur Omar ou Fred, en veste rouge, devenu noir par la suite, décrochant le téléphone et s'exclamant « Service après-vente, bonjour !» L'autre joue alors un personnage qui généralement demande confirmation d'un fait, d'une info, d'une rumeur, et que le SAV confirme ou non. De nombreux personnages deviendront alors récurrents dans le programme, François le Français, Jean Blaguin, Tata Suzanne, Doudou ou le commandant de bord. Pour vous remémorer quelques souvenirs, nous avons décroché pour vous ces quelques extraits. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Stevie Boulet écrit une pièce de théâtre. Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est bien. Pour une fois que la plume est dans sa main. Oh. Oui. Service après-vente, bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger, les femmes n'ont pas de gros kiki, n'est-ce pas? Non. Bon. Il faut se rendre à l'évidence, je n'ai pas passé la nuit avec une dame. En plus, ça m'a coûté 20 €. Hein. Bon. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ça finit ce soir, l'amour est dans le pré? Eh oui. Alors on va plus voir les filles avec les gros pis? Hein? Service après-vente, bonjour. Blague, actualité. Je vous écoute. Une souris blanche demande à une autre: tu vas te faire vacciner? T'es folle, répond l'autre. Ils n'ont pas fini les tests sur les humains. Actualité. Service après-vente. Et 10 ans après, en effet, ce n'est plus que jamais d'actualité. Malheureusement, le célèbre téléphone du SAV a définitivement raccroché en juin 2012, après 7 saisons d'existence et des milliers d'appels reçus. Et toi, Seb, le SAV? Bah, moi, je regardais, j'avais même acheté, je crois, des DVD, des trucs comme ça, mais c'est culte. Et surtout, effectivement, comme tu dis, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils auraient encore facilement de la matière à parodier l'actualité ou des émissions, effectivement, pour faire ces petites pastilles. Et en fait, au-delà du SAV, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient revoir Omar et Fred, tout simplement dans un projet ensemble, parce qu'on sait que maintenant, chacun ont leur carrière de leur côté de comédien, hein. Omar, voilà, il a cartonné, et maintenant il est quasiment devenu un acteur international, etc. Mais on aimerait, au-delà du SAV, moi aussi, les revoir dans une émission ou les revoir effectivement même sur scène, pourquoi pas. Moi, j'adorerais
au-delà de cette émission, on aimerait les revoir en duo, ça serait cool, vraiment. D'ailleurs, Fred a récemment repris l'un des personnages du SAV, donc le commandant de bord, lors d'une publicité pour Burger King. Oui, et puis Omar elle a repris aussi son personnage de Doudou, parce que Aya Nakamura, dans son dernier album, elle a un titre qui s'appelle Doudou, et donc il a été tenté de chantonner ce titre. Tout à fait. Donc Ça doit effectivement, faire un buzz énorme sur les réseaux sociaux. ouais, et ça prouve pareil, que finalement, ça reste, ces personnages-là restent dans les mémoires, restent cultes, traversent les générations, et donc forcément, c'est un appel du pied, un retour inévitable. Alors, on va rester sur un gros délire maintenant, parce que je vais vous parler d'une émission qui a existé entre 94 et 96, donc pas très longtemps, sur France 2, et c'était un énorme délire. N'oubliez pas votre brosse à dents, animée par Nagui et Jean-Luc Reichmann à la voix off. En fait, c'était une parodie des jeux télévisés, tout simplement. Alors, vous prenez un décor flashy, très cartoon, vous mettez des cadeaux à gogo dans tous les sens, vous saupoudrez avec des défis loufoques, parfois à la limite de l'humiliation, il faut bien le dire. Alors en fait, chacun des membres du public venait assister à cette émission, ne sachant pas s'il allait faire partie des candidats de cet incroyable délire. Et en fait, le nom de l'émission, c'était en fait, pour pas qu'ils oublient leur brosse à dents, dans leur valise qui était au vestiaire, prête à décoller parce qu'ils pouvaient partir à tout moment en cours d'émission pour un voyage de rêve. Une émission donc incroyable, mais qui n'est pas sans polémique, puisque la toute première émission n'a pas du tout plu au CSA, notamment parce que Nagui, en fait, interviewait les personnes avec un micro qui était en forme de revolver. Le micro était remplacé, en fait, le canon d'un revolver. Et puis aussi, Nagui, en fait, distribuait carrément des billets de 200 francs dans le public, comme ça. Donc, on sait que l'image de l'argent aussi, à la télé, c'est quelque chose qui n'est pas très toléré, on va dire. Alors, l'émission... elle est revenue par la petite porte, on va dire ça comme ça. En 2004, Nagui a présenté Ça va être votre fête sur France 2. En 2011 aussi, pour la case de l'Access Prime Time, il a présenté quelques numéros d'un jeu qui s'appelait Chéri, fait les valises. Et en fait, ces deux émissions-là, forcément, elles étaient largement inspirées de l'esprit de la brosse à dents. Quelle émission culte, mais quelle émission culte. Qu'est-ce qu'on aimerait la revoir. Ah ouais, non mais c'est clair. C'était il y a des énorme. best-of sur YouTube, on peut retrouver des images, mais c'est pareil, un gros délire, mais qui doit coûter très cher. Hein. Oui, et puis c'était une vraie liberté de ton. Ce que faisait Nagui à cette époque-là, on ne pourra plus jamais le refaire, en tout cas pas aujourd'hui. Donc non, c'est un vrai bonheur que de découvrir ou redécouvrir pour nous cette émission qu'on aimerait vraiment revoir revenir. Au moins un événementiel, quoi. Effectivement, oui, au moins une. Mais connaissant Nagui, je pense que ça doit quand même, ça doit le démanger. Ça serait cool, ça serait vraiment cool. Ça serait cool, mais ça serait plus pareil non plus, parce qu'encore une fois, voilà, les mœurs ont changé, j'ai envie de dire, et ce qu'il faisait à l'époque, il ne pourra peut-être plus forcément le faire aujourd'hui. En tout cas, c'était aussi un programme où on se marrait beaucoup. Moi, j'ai encore envie de me marrer. Alors, Lucas, fais-nous rire encore. Ah ben c'est simple, parce que si je vous dis que Jérémy Ferrari, Kev Adams ou encore Olivier de Benoît ont partagé la même scène, vous me dites un faux ou un tox? Alors là, je sais pas, moi j'ai envie de vous dire top générique. Un faux, bien sûr, on ne demande qu'à en rire. Il s'agissait d'une quotidienne d'humeur et d'humour de 2010 à 2014, créée et animée par Laurent Ruquier à l'origine, puis repris par Jérémy Michalak pour la saison 3 et Bruno Guillon pour la saison 4. Cette émission a permis à des artistes inconnus de se faire très rapidement connaître et repérer, à l'image du Petit Théâtre de Bouvard ou encore de La Classe.
Les plus grandes stars de l'humour de la scène actuelle sont passées par l'émission, telles que Jérémy Ferrari, Florent Père, Arnaud de Samer, Ahmed Silla, Nicole Ferroni, Walidia, Constance, Artus, Garnier Santou, Émeric Lompré, Kevin Razi, Olivier de Benoît, Léla Scarguet ou encore Kev Adams. De nombreux projets ont entouré par la suite l'émission, comme par exemple celle d'un film. En effet, le scénario confié à Jérémy Ferrari était une comédie cruelle et sociale sur le thème du chômage, dont les personnages principaux devaient être joués par Arnaud de Samer, Nicole Ferroni, Florent Père et Jérémy Ferrari. Mais finalement, le film, Les Têtes de l'Emploi, sort en novembre 2016 avec Franck Dubosc dans le rôle principal et sans aucun humoriste dont on ne demande qu'à en rire. Jérémy Ferrari fait part de son profond désaccord sur la réécriture du texte, qui s'éloigne trop de son projet initial et attaque la production en justice. Désormais, c'est sur YouTube que l'on peut retrouver les sketchs cultes du programme. Et une fois encore, c'est un carton. 5 millions de vues pour un sketch d'Ahmed Silla, 3 millions pour un de Walidia, d'Arnaud de Samer et un autre de Kev Adams. Alors, on demande encore qu'à en rire ? Ah ouais, je crois qu'il y a pareil, il y a une vraie demande du public. On a l'impression pour un retour d'un talent show comme ça, avec la mise en avant de nouveaux artistes. Je pense que le stand-up, etc., c'est un truc pareil, c'est indémodable. Il y a tellement de matière au quotidien que je pense que les gens aimeraient beaucoup revoir ça. Et tu parlais effectivement aussi de la liste. Elle est incroyable. C'est comme Graines de Star, c'est-à-dire que c'est une quantité d'artistes qui ont été révélés, mis en avant avec derrière une carrière assez folle. Donc effectivement, rien que Kev Adams, voilà, c'est quand même ouf. Et effectivement, on aimerait beaucoup revoir cette émission si je devais dire la vérité, parce que moi j'aime bien quand on dit la vérité, surtout sur censure. Vous nous connaissez, il y a vraiment que la vérité qui compte. Pascal Bataille à ma droite, Laurent Fontaine à ma gauche, sur TF1, c'était chaque semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était entre 2002 et 2006. Il y avait Rebecca Hopton, puis Daphné Desjeux, qui était dans le fameux couloir qui amenait des personnes sur le plateau. Alors, c'était l'émission aux déclarations très importantes, entre deux personnes, sauf que, petit détail qui a son importance, c'est que en face, l'autre personne ne savait pas du tout qui était derrière le rideau. Alors là, c'est pas comme le Big Deal, c'est pas toujours très fun, il n'y a pas forcément toujours quelque chose à gagner derrière le rideau. Et puis des fois, il y a eu des polémiques parce que, pour détailler un peu le principe, c'est des fois c'était des personnes qui voulaient se revoir, mais pas forcément l'autre, des personnes qui avaient des conflits qui venaient les régler à la télé, des personnes qui venaient, comme on dit, un peu se rabibocher, des séparations ou au contraire des demandes, des déclarations d'amour, des demandes en mariage. Il y avait quand même des belles choses, mais il y avait aussi quelques polémiques. En 2004, il y a une femme qui a été agressée sexuellement par son ex-conjoint 5 jours après la diffusion de l'émission. Alors la victime, elle a accusé en fait la production de ne pas lui avoir présenté le vrai principe en fait du programme, et en fait on lui avait assuré de ne pas diffuser l'émission parce que quand elle a tourné l'émission, quand elle a compris que c'était son ex qui était derrière le rideau, évidemment elle n'a pas voulu ouvrir le rideau, elle a quitté le plateau et puis surtout à la sortie elle a refusé que la séquence soit diffusée, mais les deux animateurs ont diffusé la séquence, n'ont pas reconnu leur tort dans cette affaire. Ils ont été reconnus coupables devant la justice. Ils ont dû verser une indemnité qui a été très faible par rapport au préjudice subi. Il y a eu une autre polémique parce qu'il y a des journalistes qui se sont penchés sur un peu les secrets de fabrication de cette émission. Il y a une journaliste notamment de Télérama, qui a inventé de toutes pièces une histoire avec des complices, s'est inventé une vie pour infiltrer et piéger l'émission. La suite, ça a été plusieurs pages dans Télérama qui ont mis à mal un petit peu l'émission et qui s'est arrêtée donc 1 an après. Alors, c'est pas la seule polémique qu'il y a eu, parce qu'on se souvient que Sam, vous savez, ce célèbre garçon qui accompagnait les invités au bout du couloir. Lui aussi, ouais.
avait sorti un livre qui s'appelait La vérité est au bout du couloir et dans lequel il révélait un petit peu les coulisses de l'émission et notamment épinglait un peu les animateurs pour leur comportement, alors un peu graveleux pour l'un et très antipathique et très hautain pour l'autre. Alors pour certains diront, pardon, que est-ce que c'est pas une des dernières émissions de ce qu'on a appelé un peu la trash TV, un peu, hein, c'est-à-dire on met en lumière des gens qui sont pas forcément dans des conditions terribles, on va venir faire pleurer dans les chaumières voilà, avec des cas un peu difficiles. C'était ça aussi, hein, il y a que la vérité qui compte. Il y avait une espèce d'exposition un peu malsaine, hein. Oui, il y avait une sorte finalement de confession intime en plateau, mais il y avait aussi parfois des bonnes nouvelles et puis des choses plutôt agréables et plutôt légères. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, l'émission cartonne hein, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où des extraits d'émissions sont très souvent partagés, repris. Non, c'est une émission qui vraiment a connu un succès fulgurant et je pense que si elle revenait, elle pourrait encore connaître quelques heures de gloire. Il faudrait qu'elle revienne, mais dans une version effectivement un peu plus modernisée, on va dire ça comme ça, effectivement, parce que aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux qui ont explosé et qui permettent notamment de retrouver des gens ou de voilà, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y aurait plein de nouvelles choses à prendre en compte pour ce retour. Mais pourquoi pas faire revenir Il y a que la vérité qui compte. Et vous, chers auditeurs qui nous écoutez attentivement, quelle émission aimeriez-vous voir revenir à la télé? Dites-le nous. Laquelle mérite, selon vous, de faire un grand retour sur le petit écran? Eh bien, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire de ce podcast. Place maintenant, pour finir ce podcast, à la battle. Les émissions qu'on aimerait voir, qui n'existent pas cette fois, des idées, des concepts qui viennent tout droit de notre imagination débordante. Alors, on vient de parler de toutes les émissions qu'on aimerait revoir. Et bien maintenant, on va inventer des concepts, on va se lâcher. Et puis, on va voir ce que chacun de nous en pense, si ça marche ou pas. Alors, je te propose de commencer. Je vais commencer. Je t'en prie, Seb. Je vais commencer. On imagine, on est sur M6. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée d'un crossover, en fait, tout simplement, c'est qu'il y a eu la meilleure offre avec Plaza et Courbet, c'est-à-dire qu'M6 avait pris les deux talents, on va dire, d'un côté la défense du consommateur, le côté droit, justice, et l'agent immobilier le plus célèbre de l'Hexagone pour faire la meilleure offre. En fait, c'était, en deux mots, hein, des gens qui vendaient leur maison, mais qui devaient la vendre très vite pour X ou Y raison. Et donc, voilà. Donc, ils avaient associé deux figures d'M6 pour faire cette émission. Alors, moi, ça m'a donné une idée. C'est là où je vais t'exposer mon idée de concept. C'est que je me dis qu'on pourrait prendre deux autres stars d'M6. On pourrait prendre, et là je vais passer en cuisine, on peut prendre Philippe Etchebest. Ah bah c'est vendu. S'il y a Philippe, c'est vendu. Voilà, là j'ai tapé dans le mille. Mais je rajoute à Philippe Etchebest une autre star des fourneaux d'M6 qui est Cyril Lignac. Évidemment. Star du confinement. Quelle est l'émission culte de Philippe Etchebest? C'est Cauchemar en cuisine. Qu'est-ce qu'adore faire Cyril Lignac? Il a tous les talents, ça, il n'y a pas de souci, tout est bon. Hein, on peut en témoigner, on a été manger chez lui, donc tout est bon. On confirme. Mais il présente notamment le meilleur pâtissier. Donc moi, ce que je propose, c'est, boum, Cauchemar en pâtisserie. C'est-à-dire, il y a Philippe Etchebest et Cyril Lignac, cette fois-ci, qui débarquent dans des boulangeries ou des pâtisseries, ou en tout cas dans des commerces qui vendent des pâtisseries qui sont pas terribles en fait, hein, et leur rôle, ça va être en fait de redynamiser un peu la gamme de pâtisseries dans certaines boutiques et puis vraiment de les monter en gamme. Donc il y aurait un peu de, on va dire, de coaching, un peu comme peut faire Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine. Et puis Cyril Lignac, un peu plus pour la partie conception des pâtisseries. Et moi, je serais chaud, je ne sais pas toi, pour regarder Cauchemar en pâtisserie sur M6 avec Philippe Etchebest et Cyril Lignac.
Alors, cauchemar en pâtisserie, oui, très sympa, ouais, c'est une excellente idée, mais on pourrait même faire autre chose. Moi, j'ai une autre idée, c'est que Cyril Lignac, ayant, pendant tout le confinement, durant la crise du Covid, animé depuis chez lui l'émission Tous en cuisine, qui permettait aux gens de cuisiner avec lui, entre guillemets, en temps réel, moi, ce que je proposerais, ce serait carrément cauchemar à domicile. Ou là, si tu veux, ah bah ouais, ou là, si tu veux, Philippe et Cyril débarquent chez les gens. Donc Cyril apprend voilà, les gens à faire la popote. Et pendant ce temps-là, mon cher Philippe, il irait regarder un petit peu l'état de la cuisine des particuliers et puis il mettrait un petit peu des coups de 12 à tous ceux qui, qui sont un peu borderline sur l'hygiène. Alors, Ça pourrait être tout aussi sympa. je suis désolé, mais j'ai presque envie de te mettre un carton jaune. Parce que ce concept-là, il existe presque déjà. Il y a Norbert Oui, commis Norbert commis d'office. d'office. Eh ouais. D'accord. Eh Ouais, mais ouais. c'est pas tout à fait la même chose parce que Norbert voilà, n'est Ouais. pas dans cet aspect un petit peu l'hygiène ou autre sur la tenue du poste de travail, la cuisine, etc. Tu vois, il est Mhm. vraiment en gros pour réparer un petit peu les erreurs catastrophiques culinaires que peuvent commettre certains particuliers. Ouais. Allez, propose-nous une vraie nouveauté, là. Allez, à ton Une tour. vraie nouveauté, une vraie nouveauté. Alors écoute, on va partir sur, allez, on va dire sur France 2. Ouais. Et on va revivre l'émission de Marie-Ange Nardi, Qui est qui, en y ajoutant une petite pincée de Vie ma vie. Je t'explique. On se souvient tous du principe de Qui est qui. Il y avait voilà une petite, comment dirais-je, euh, une assemblée de personnes face à des candidats. Et l'idée était de retrouver quels sont les métiers exercés par les personnes, par le panel de personnes voilà, qu'on a en face de soi dans la vie. Ensuite, donc, on attribuait, je sais pas, par exemple, Gérard, ben toi, je te vois bien pompier, Nadine, pour moi, t'es croque-mort, bref. Et ensuite, on mettait, bah ouais, on mettait les candidats en situation sur le plateau, hein, où ils s'exerçaient un petit peu pendant quelques minutes à interpréter, jouer ou incarner le métier qu'on leur avait attribué. Et bien là, on va le faire, mais dans la vie, en situation réelle, sur le terrain. Ah. C'est-à-dire que, voilà, exemple, si on pense que, je sais pas moi, que Chloé, elle est boulangère, eh ben, on va l'emmener pendant 2 jours dans une boulangerie et puis elle va devoir nous faire des baguettes, des pains au chocolat, des croissants ou que sais-je. Ah, ça Et à l'issue promet. de ça, on verra effectivement si la personne est boulangère ou non. Ça se verra très vite et ça promet des petites situations plus que cocasses. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on enregistre sur l'heure de midi et que ça nous donne faim, mais pour l'instant, on fait que des émissions sur la bouffe. Mais moi, j'adorerais Oui, parce que là, cette espèce de vie ma vie et qui est qui, où effectivement, ah non, le mélange peut être très intéressant, effectivement, et je pense que ça peut donner de gros fous rires parce que finalement, il y a très peu de chances pour qu'on tombe sur les bonnes personnes. Donc, ça peut être que bah du. oui. Et Parce alors, qu'attends, qui présente? eh bien, écoute, moi, je serais d'avis de garder cette chère Marie-Ange Nardi pour la sortir un petit peu de son télé-shopping, parce qu'on a Ah ouais. compris que niveau métier, elle est très bien en termes de commercial et vendeuse boutique, mais à un moment donné, bon, je pense qu'il faut lui redonner un petit peu autre chose, qu'elle reprenne ses vrais talents et voilà, l'animation. Je pense que, Faut la non, remettre elle sur le serait pas devant du mal à faire. sur le Mais devant de la exactement. vitrine un peu. Tout à fait, voilà. D'accord. Bon, alors moi, je vais aller sur Canal+ pour vous proposer un crossover encore. Encore un crossover. Alors, c'est un peu spécial, hein. Moi, je vais prendre le journal du Hard de Canal+. Tu pars mal. Et ça cartoon. Oh merde. Non, je vais prendre le journal du Hard et je vais prendre. Donc, le journal du Hard, est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer? C'est un magazine coquin qui parle, Coquin, c'est-à-dire. c'est-à-dire réservé aux adultes, Donc, qui il parle parle, d'actualité pornographique, on peut le dire. ouais, des tournages, des films qui sortent, etc., et qui est diffusé en général juste avant le film coquin de Canal. Donc, je prendrai ce journal du Hard et je ferai un crossover avec Click, qui est l'émission de Mouloud Achour. Voilà. Je sais pas Ça si- part très mal. Hein. Déjà, Parce ouais, que non, clic, ne vous clic, créez journal pas, du hard. ne vous créez pas des images dans la tête, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, en fait, tout simplement, ça serait en fait de moderniser le journal du hard, tout simplement parce que on le sait que le porno aujourd'hui, bah, c'est sur Internet, tout simplement. Donc en fait, ça serait une manière de digitaliser et de rendre l'émission
beaucoup plus moderne, tout simplement, et de s'intéresser vraiment à l'actualité du X, mais sur Internet. Et donc, du coup, être beaucoup plus moderne dans le traitement de ce sujet, donc réservé aux adultes. Alors, est-ce que tu cliques? Est-ce que tu regardes, Lucas? Quel est ton avis sur cette nouvelle émission? Alors écoute, moi je me suis toujours demandé qui a créé le journal du Hard. Maintenant, aujourd'hui, je sais. Ceci étant, l'idée que tu proposes est plutôt bonne, mais alors il faut savoir que là encore, elle existe déjà. Il y a des sites comme le Tag Parfait ou la Voix Ouais. du X qui reprend un petit peu le concept Mais que est-ce tu qu'ils ont évoques. des Mais émissions? Est-ce qu'ils ont une non, émission? justement, Ah mais ouais. c'est ça que ça peut être intéressant à l'antenne. Alors il y a sûrement des émissions que tu dois connaître mieux que moi en ligne pour Je ce, me pour permets ce pas. genre, pour ce genre de sujet. Je rappelle Mais que, voilà, je suis en mais en tout main. cas, voilà. Non, non, mais bien sûr. Mais non, non, mais non, ça pourrait être intéressant. Ça trouverait sûrement son public. Hein. Là-dessus, j'ai pas de doute. Preuve en est. Mais en tout cas, voilà. Non, Je n'ai pas de code canal. non, mais effectivement, oui, ça. Non, non, ça pourrait permettre effectivement de révolutionner un peu le programme, qui est peut-être un petit peu vieillissant, c'est vrai. Bah oui, en plus, ils ont viré son animateur il y a quelques semaines maintenant. Donc, Sébastien Toen, pour ne pas le citer. Alors, je sais pas qui pourrait présenter sur le journal du Clic. Faudrait, je sais pas, quelqu'un de l'équipe de Clic, par exemple, Catherine Sellac. Oui, c'est moderne, tiens. Toi qui veux moderniser le programme, ah ben on est Eh dedans. ben, je mets une granny, voilà, pourquoi pas. Non, je ne sais pas qui pourrait présenter ça. Bon, allez, je te laisse conclure avec ton dernier crossover, peut-être pour TF1. Bah exactement, bah, moi j'en ai deux pour TF1, alors c'est pas forcément des Ah. crossovers, mais en tout cas j'ai deux petits programmes à suggérer. Mhm. Ce que j'aimerais voir, le premier c'est un Masked Singer, mais qui reprendrait sous les costumes un petit peu tous les participants et gagnants des différents télécrochets, que ce soit Ah. Popstar, Star Academy, Nouvelle Star, The Voice, etc. Ça pourrait être quand même assez sympa de les voir voilà, sous le costume d'une tortue, d'une méduse ou que sais-je. Ça serait intéressant de savoir si on arrive justement à se souvenir et à identifier les voix de ces candidats emblématiques. Alors, est-ce que ça serait pas trop facile parce que le casting sera beaucoup moins large? Est-ce qu'on les trouvera pas plus facilement? Ah bah si tu pioches dans toutes les saisons de Star Academy, de Popstar, Nouvelle Star, The Voice, le casting, Oui. il peut être, ça peut Oui, être, oui, il oui. y a de quoi faire, hein, il y a matière. Hein. Oui, mais si c'est que des gagnants, on peut trouver facilement. Donc, faut pas que ce soit que des gagnants, alors effectivement. Ah non, non, pas que des gagnants, non, non, vraiment Ouais. tout candidat, les candidats emblématiques, hein, donc ça peut être vraiment pas forcément des gagnants. Hein. Et l'émission, pour le coup, pourrait être présentée par Nikos en binôme avec Camille Encore? Combal. Encore. Ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ou alors, non, ce qui serait drôle, c'est d'avoir dans le jury, effectivement, Nikos, quelqu'un Alexia Laroche-Joubert, Ouais, des gens qui ont été soit Mia jurés, Fry, soit Ryan James. animateurs. Ouais, voilà, ouais, retrouver dans le jury ces personnes-là pour qu'elles les retrouvent et les identifient parce qu'elles les connaissent très bien. Ça pourrait être. Ouais, franchement, c'est une. Mais là, du coup, on mélange beaucoup de. Comment dire? Ah oui, Les oui, gens non, de mais plein de c'est- chaînes, donc Ah bah c'est pareil. c'est un vrai mash-up. Et alors, je te laisse deviner qui sera sous le costume de la tortue. Ah, bah, ça, c'est Christophe Willem, forcément. Mais ça Ah bah, serait dis donc, trop, ça serait trop Mais évident. bien sûr, non, bien sûr. Mais c'est une bonne idée, non, j'avoue, c'est marrant. Et Marrant. encore une Allez, un dernière petit petite bonus. idée, un petit bonus, allez, toujours pour TF1, un petit peu à l'instar de ce qui se fait avec koh très souvent. Moi, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est une sorte de Star Academy All-Star. C'est-à-dire qu'on mélangerait les candidats des 8 premières saisons de la Star Academy, voilà, et on ferait une Star Academy ultime, et on verrait qui en sort finalement vainqueur. Ça serait quand même vachement chouette, vachement intéressant. Ça ferait revivre l'âme du programme. Et je pense que pour lancer la marque, ça peut être une idée assez forte. Mais est-ce que tu crois sincèrement que les gens de l'époque vont accepter de se refaire enfermer et filmer dans un château? J'y crois pas une seconde. Alors, Je suis peut-être pas beaucoup tous, hein, ouais. j'imagine que des gens qui ont une carrière bien remplie, comme Jennifer, voilà, ou autres, bah, forcément, de par un emploi du temps un peu chargé, n'auront peut-être pas forcément le temps de rester 3 mois enfermés au château, mais il n'empêche qu'il y a dans le lot des candidats qui, je pense, accepteraient, j'en suis certain, qui seraient partants pour vivre une aventure sympa, et sans forcément faire perdurer ça 3 mois comme l'émission initiale, mais faire ça sur 1 ou 2 mois, ça pourrait être quelque chose de sympa, d'événementiel et de plutôt bon. Bien, très bien. On note toutes ces idées un peu folles et vous qui nous écoutez, vous avez forcément
des idées d'émissions jamais vues. Lâchez-vous, dites-le nous en commentaire de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous au podcast Censure sur Apple Podcast et SoundCloud et suivez Censure sur tous les réseaux sociaux. On vous dit à bientôt pour un tout nouveau numéro.